vraiment qu'on est dans une époque absolument bénie pour l'investissement. J'ai très peu de cash, un peu d'épargne, mais franchement vraiment pas grand-chose. L'essentiel est totalement investi. J'ai 23 ans, en fait, faut que je prenne des risques. Je pense qu'en 2017-2018, mon cousin m'a quand même parlé de Bitcoin et de Ripple. Mais bon, moi j'avais 16 ans. Nvidia, c'est parce que pour moi, c'est littéralement le vendeur de pelle. Mine de rien, BlackRock détient... 14 000 milliards. Dès que je reçois du cash, il y a une partie qui part en investissement. En fait, les cryptos, c'était vraiment la porte d'entrée. C'était une porte d'entrée absolument géniale. Je sais pas si on se rend compte, j'avais 20 ans et j'avais pas de diplôme, mais j'ai quand même eu un taf à Paris. J'ai côtoyé des gens ultra intelligents. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Smart Talks, le podcast des investisseurs. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Jules Herdouin. Jules qui est rédacteur en chef chez InfoEco et aussi analyste macroéconomique. Jules, comment vas-tu ? Bah écoute, ça va super, merci de vous accueillir dans vos locaux. Eh ben, c'est un grand plaisir. C'est un plaisir pour nous de t'accueillir. Justement, tu nous as été recommandé en plus par Hawk Invest directement. Aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses, justement centrées sur l'investissement. Et avant tout, on va aussi te présenter. Je pense qu'Antoine a préparé une belle présentation de toi et tu vas nous dire ce que tu en penses juste après. Allez. Jules, encore une fois, bienvenue. Très bien, Jules, je vais rapidement te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas aujourd'hui. Bon, c'est assez simple. Tu as commencé ton parcours dans l'univers des crypto-monnaies avec des expériences chez le Journal du Coin et CoinHouse. Tu as développé en parallèle une passion, on va en parler pendant tout le podcast, pour la macroéconomie et la géopolitique. Tu as ensuite lancé The Macronomist, une newsletter axée sur l'analyse économique et géopolitique, qui a d'ailleurs évolué pour devenir InfoEco, Kevin, tu as cité juste avant. C'est un média qui propose des podcasts quotidiens, une newsletter et une présence active sur tous les réseaux sociaux, notamment Twitter. Aujourd'hui, tu es un investisseur qui est averti avec une approche diversifiée, incluant des actions comme Schneider, Nvidia, Novo et ainsi que des mid-cap français tels que Soprateria, Edis et Nexan. Tu t'intéresses également aux ETF obligataires et aux matières premières et bien sûr aussi à la dette américaine. Dans cet épisode, on va explorer ton parcours, ta vision de l'investissement, l'impact de la géopolitique sur les marchés financiers et comment toi, Jules, tu analyses des sujets complexes pour les rendre accessibles au plus grand nombre. Jules, bienvenue en Smart Talks. Avant toute chose, on va rentrer dans le vif du sujet. On aime bien faire ça en Smart Talks, c'est qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Et la meilleure façon de rentrer dedans, c'est que aujourd'hui, tu es connu pour ton analyse très pointue des marchés financiers et ton expertise sur la macroéconomie. Est-ce que tu peux nous parler du moment où tu as vraiment réalisé l'impact qu'avaient les crises, l'économie, la géopolitique, les conflits, les guerres sur les marchés financiers et comment ça a façonné ta vision de l'investissement ? Donc du coup, le moment où je me suis rendu compte que la macroéconomie avait vraiment un impact important sur les marchés, je pense que c'est en 2022, parce que du coup, donc il y a eu l'inflation en 2021, donc c'était la première grande vague inflationniste qui a été causée par l'hélicoptère monnaie de la Banque fédérale américaine. Et donc ce qui s'est passé, c'est que les taux élevés, ils ont commencé à peser sur toute l'économie. On a eu la faillite de la Silicon Valley Bank en 2023, parce que les taux étaient élevés. Ça a été déjà un moment particulièrement important. Et surtout, moi qui étais dans la crypto à ce moment-là, j'ai commencé à voir toutes les cryptos se suicider. Et moi, j'étais en mode, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a changé depuis l'année dernière ? Et il s'avérait qu'à ce moment-là, j'étais chez CoinHouse. Et l'avantage de CoinHouse, donc il faut savoir que j'ai pas de diplôme, j'ai aucune connaissance en finance de base. Donc je suis rentré dans la crypto, je suis rentré chez CoinHouse et j'ai bossé avec des gens qui étaient hyper pertinents. Donc notamment mon manager qui avait bossé pour BNP Paribas, j'avais une collègue qui avait bossé pour la City à Londres. Bref, j'ai rencontré un tas de gens pertinents à CoinHouse. Et en fait, c'est eux qui ont commencé à m'envoyer des liens, Financial Times, Zero Hedge. Et en fait, je me suis juste exposé à ce genre de contenu encore et encore. Au début, je comprenais rien. Après, tu vas chercher quelques mots-clés. En fait, ça se répète assez rapidement. C'est pas si compliqué que ça si tu t'y mets un peu. Et du coup, c'est comme ça déjà que je suis rentré dans la macroéconomie. Et c'est, comme tu l'as dit, en fait, finalement, c'est ce déclic-là qui a fait que je me suis autant ensuite immiscé dans le secteur, quoi. Où j'ai créé ensuite The Macronomist parce que ça m'a aussi coûté mon emploi chez CoinHouse quand FTX a fait faillite. Et du coup, c'est pour ça que j'ai été confronté à l'entrepreneuriat plus que vraiment... J'étais pas un entrepreneur né, si tu veux. Je pense plutôt que c'est l'entrepreneuriat qui m'a pris parce que j'avais perdu mon emploi chez CoinHouse. En partie à cause de la macroéconomie. Ouais, donc c'est une belle ironie, quoi. La macroéconomie a tellement eu un impact, que ce soit sur les marchés financiers, que ce soit sur moi, ta vie perso, sur ma vie perso. que tu t'es dit, mais en fait, ça a un impact sur tout. Et là, tu as commencé à t'intéresser. J'ai commencé à m'intéresser, à bombarder le sujet, parce qu'en plus, c'est un truc qui me passionnait. Quand j'étais au lycée, j'ai jamais eu des très bonnes notes, mais le truc qui me chauffait bien quand j'étais au collège, c'était Sciences Po, donc tout ce qui est politique, etc. C'est déjà un truc qui m'intéressait à la base.
Après, tout ce qui est économie et tout, c'est des sujets qui m'intéressaient déjà. Ma porte d'entrée, c'était la crypto, pour le coup. Mais c'est des sujets qui m'intéressaient déjà, la croissance économique, la dette, la balance commerciale et tout, c'est des sujets qui sont ultra intéressants, en fait, qui m'ont toujours intéressé. Est-ce que tu peux nous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas aussi, le mot macroéconomie, concrètement, qu'est-ce que c'est ? En fait, la macroéconomie, c'est la vue grand angle. Donc, comment un pays va, la croissance économique du pays, le chômage, la dette, la balance commerciale, ça va être toutes ces choses-là, à confronter en fait avec la microéconomie, où là, ça va être l'analyse d'une entreprise, Nvidia, comment elle se porte, c'est quoi les perspectives. Là, c'est vraiment... quand c'est de la microéconomie, c'est en focus sur une entreprise, donc à petite échelle. Quand c'est de la macroéconomie, c'est juste global. C'est les tendances larges du monde, quoi, finalement. C'est les grandes lignes. Ouais, c'est les grandes lignes du monde, exactement. Ok, incroyable. Et toi, aujourd'hui, quand tu t'intéresses à la macroéconomie, tu es spécialisé sur un seul pays, finalement, enfin les grandes lignes d'un pays ou de tous les pays réunis, tu analyses par la suite, quoi. Alors, déjà, moi, le pays auquel je m'intéresse le plus, et c'est normal, c'est les États-Unis, forcément. Étant donné que tout le cash est là-bas et que leurs marchés financiers sont gargantuesques, donc forcément, ça va être les États-Unis. Après, je vais aussi évidemment suivre ce qui se passe en Europe, naturellement, parce que je pense que l'Europe est dans une plutôt bonne situation actuellement. Et comme je t'ai dit juste avant, on en parlait de manière informelle, mais je suis également un gros passionné du Japon, donc en fait je suis aussi pas mal l'économie japonaise, surtout qu'elle est assez intéressante parce qu'ils ont une politique monétaire qui est très 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 spéciale. Donc en fait, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Ouais. Donc Japon, Europe, États-Unis. Je suis curieux d'en savoir un peu plus sur le Japon, parce que tu m'intrigues. Ils ont quoi de spécial ? Qu'est-ce qui fait que ça se démarque ? C'est-à-dire que c'est un pays qui est endetté à hauteur de tête, je dirais plus de 200% de son PIB, 212%, ce qui est énorme. À titre de comparaison, la France, on a 120%, à peu près 114, 120 dans ces eaux-là. Et en fait, leurs taux directeurs, ils sont hyper bas, parce qu'ils ont eu une grosse période de déflation, donc la fameuse déflation des années 90 au Japon, il y a une grosse crise économique, ce qui fait que ça allait pas fort, et ils ont toujours laissé des taux très très bas, parce qu'en plus, comme ils sont très endettés, s'ils montent leurs taux, ça va pas bien se passer, ils vont se taper des mensualités astronomiques, et ça va pas le faire. Donc au final, ils ont toujours des taux qui sont entre 0,5, 0,7, 0 et 1% max. Je crois que de tête, là, on doit être à 1%. À titre de comparaison, la Fed, on doit être à 4,25% actuellement. Et la Banque Centrale Européenne, qui a déjà commencé à baisser ses taux, elle doit être à 3,5%, peut-être moins. Je ne sais plus combien exactement à vérifier, mais en tout cas, le Japon spécifiquement garde toujours ses taux très très bas par rapport au reste du monde. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que l'yen a été fortement dévalué ces derniers mois. Parce que si tu conserves du dollar, tu es rémunéré par la Banque fédérale américaine qui en ce moment te rémunère à 4,25%, enfin par les obligations, mais globalement c'est eux qui fixent le taux. À titre de comparaison, si tu détiens du yen, on va te payer 0,25, 0,5, 1%. Donc ce que font les gens, c'est que ils vendent leur yen, ils achètent du dollar et ils profitent de ce rendement en dollars parce que le yen il y rapporte que dalle. Donc c'est aussi ce qui explique en fait la dévaluation du yen. Okay. Petite digression. et du coup là, si on va dans le vif du sujet, aujourd'hui on est dans une période assez unique, surtout sur les marchés financiers. On a justement la géopolitique et l'économie en général qui impactent énormément les marchés financiers, que ce soit boursiers, crypto-monnaies et autres, sauf l'or qu'on voit plafonner justement, c'est corrélé. Ouais. Pour un investisseur lambda qui est dans les marchés financiers, qui investit en crypto, en bourse et qui est totalement perdu, qui ne comprend pas ce qui se passe, Jules, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Wow, la question elle est hyper large. Bon, évidemment, je pense qu'on peut citer un peu la racine de tout ça. Ça a été quand même l'élection de Trump récemment, qui a quand même fait beaucoup bouger les marchés. Donc, indépendamment de ce qu'on pense de la politique de Trump, c'est quelqu'un qui a des idées bien précises et qui ne semble pas lâcher l'affaire, quoi. Donc déjà, on a ça. Là, plus récemment, on a quand même les tarifs douaniers. Donc les tarifs douaniers qui sont quand même un choc absolument monstrueux pour l'ensemble des pays du monde. Tous les pays sont impactés, tous les pays ont revu leur croissance économique à la baisse. Que ce soit l'Allemagne, le Vietnam, la France, la Thaïlande, tout le monde a revu ses prévisions économiques à la baisse. Plus les tarifs douaniers, le problème c'est qu'il y a bien quelqu'un qui les paye. Donc ce quelqu'un, c'est les consommateurs américains, ce qui crée de l'inflation. Et le problème de créer de l'inflation, c'est que la Banque fédérale américaine, tout ce qu'on attend, c'est qu'elle baisse ses taux pour que ça revienne, pour que les gens réempruntent, on ressort la grosse monnaie. Le problème, c'est que Powell, tant qu'il y a des risques inflationnistes concrètement, parce que si on met 10, 20, jusqu'à 145% de tarifs douaniers sur les produits chinois, en fait, il n'a aucun intérêt à baisser ses taux. Il n'a pas envie de baisser ses taux parce qu'il risque d'envoyer une inflation à 10%, ce qu'il n'a pas envie de faire.
Donc déjà, on a ce premier gros sujet-là, qui est les tarifs douaniers de Trump. Ensuite, les 2 dernières années ont quand même été marquées par l'avènement de l'intelligence artificielle. Donc évidemment, de ChatGPT, qui a surtout profité à NVIDIA. Donc il y a eu NVIDIA, qui vraiment dispose d'un avantage compétitif tellement fort qu'en fait, tout le monde s'arrache ses puces. Donc on reviendra dessus probablement. On a eu ASML, donc là pour le coup c'est une boîte européenne qui fabrique des machines qui servent ensuite à fabriquer des puces. Donc c'est une boîte ultra stratégique, c'est hollandais, on peut en reparler après parce que c'est une boîte vraiment passionnante. Pour moi c'est probablement la boîte la plus stratégique d'Europe à l'heure actuelle. Et après, on a eu aussi TSMC, donc là, ça va être Taïwan, et eux, ils font des semi-conducteurs, en fait. C'est eux qui... NVIDIA leur envoie des plans, et eux, ils gravent sur les puces avec les machines d'ASML. Donc, en fait, on a un peu ce trio-là qui ont bien profité de l'avènement de ChatGPT. Et au-delà de ça, au-delà de ces valeurs-là purement, on a aussi la croissance de la productivité que va créer ChatGPT, qui est attendue à peu près par tous les analystes dans des secteurs divers, quoi. Donc on a eu surtout ces 2 gros événements-là ces 2 dernières années qui ont fait que les marchés ont été assez intéressants. Ouais. Intéressant dans les 2 sens. Ouais, intéressant dans les 2 sens. Ouais. Les tarifs douaniers qui ajoutent vraiment beaucoup de volatilité dans les 2 sens, et ChatGPT, en vrai, c'était juste... une plus-value, quoi, en fait. Juste, il y a des actions qui ont explosé. Globalement, tout le monde en a profité pour le coup. Toi qui as un avis un petit peu macro, justement, tu as une vision quand même assez intéressante. Moi, ce que je vois aujourd'hui sur les marchés, les tarifs douaniers, j'ai l'impression qu'on est dans un film. J'arrive même pas à imaginer comment ça peut s'appliquer aussi rapidement, surtout quand tu vois que la Chine... les États-Unis vont taxer les produits chinois à plus de 145% et 125 la Chine ou 150. Ouais, quelque chose. Ils ont dit récemment on n'augmentera plus parce que de toute façon à ces tôt-là ça veut dire que le commerce entre nos 2 pays est terminé. Voilà, c'est exactement ça, tu vois. Donc, et comment tu vois la suite en fait concrètement ça a été acté. Est-ce que c'est validé à 100%? Il y a encore des étapes avant la validation finale et puis si c'est acté. Alors, déjà, c'est quand même dingue, hein. On parle pas de quelque chose on parle des 2 géants du monde, quoi. Ouais, complètement. On parle vraiment des 2 géants du monde. Moi, ce qui m'inquiète à titre personnel, c'est vraiment ce retour du protectionnisme, en fait. On va protéger nos économies, on va protéger nos emplois, on va refabriquer à la maison. C'est très bien, mais en fait, on a fait quelques calculs. Un iPhone, ça va coûter $3000. Je suis pas sûr que ça va très très bien se passer. Je pense que ça va pas très très bien se passer. Ouais. C'est les calculs du Wall Street Journal, donc assez dingue. En fait, le truc, c'est comment ça va se passer, c'est que Trump est un personnage tellement particulier, indépendamment de ce que je pense de sa politique, hein. Mais il est tellement instable. Enfin, encore une fois, j'ai expliqué que j'ai passé une semaine de dingue là, parce que en fait, il change vraiment d'avis 3 fois par jour. Enfin, en termes journalistiques, c'est impossible à suivre. Donc en fait, il y a déjà ce truc là. Et puis, tu peux me répéter ta question? Et oui, par rapport, en fait, comment tu vois la suite si jamais ça s'acte? Enfin, concrètement, j'arrive pas à imaginer un monde où la Chine et les États-Unis, niveau commercialement parlant, ils ne traitent plus ensemble. C'est quand même dingue. Et puis après, attention, je crois que c'est pas sur tous les produits quand même. Il y a quand même des produits qui vont être comment dire, passe à la trappe, quoi. Ouais, passe à la trappe. On va pas faire de position dessus. Il a dit en plus qu'il allait mettre des exemptions à l'instinct. Genre, je reprends ces mots, il a dit à l'instinct. Okay. Donc en fait, encore une fois, c'est très très dur de faire des prévisions sur Trump parce que on voit bien que le mec de toute façon est instable au mieux, pour ne pas dire pire. Donc ça, c'est déjà le premier problème. Et ensuite, je pense qu'il va y avoir des négociations. De toute façon, le Japon sont déjà en train de négocier. Après, il faut savoir que le Japon est un énorme détenteur de dette américaine. Et ils sont envahis par la culture américaine depuis qu'ils se sont pris de bombes atomiques il y a quelques années. Donc il y a ce pays-là déjà qui négocie. De tête, il y a la Corée du Sud qui a déjà commencé à négocier. L'Union européenne va aussi se mettre à négocier. Après, la question, c'est où est-ce que ça va aller, à quel point Trump veut être intransigeant. Je sais qu'il veut que l'Union européenne achète pour 350 milliards de gaz, d'énergie, pour trouver un deal en termes de tarifs douaniers. Donc franchement, c'est très très dur de prévoir Trump pour le coup. Là où Biden, on avait toujours un petit peu de visibilité parce que les gens qui l'entouraient parlaient, c'était assez clair. Il y avait une stratégie où on tombait jamais de notre chaise. Là, à ce niveau, c'était au point que c'était un peu ennuyant. Mais je pense qu'il faudrait trouver un entre-deux. C'est les montagnes russes. Ouais, là, c'est vraiment les montagnes russes. Ouais. Donc, parce que niveau investissement, je reviens sur ça, mais parce que aujourd'hui, ça bouleverse les marchés. Donc en fait, l'économie entière est en train de
faire c'est des montagnes russes, quoi, tu vois, des 5%, des 15%, des 30% en bourse. On ne parle même pas de crypto. J'ai jamais vu ça. C'est un truc de dingue. Où est-ce qu'on va en fait concrètement cette fin d'année, cette année 2025 comment tu la vois de ton côté? Est-ce que c'est l'année de la récession où tout part en cacahuète et tout s'écroule et tout s'effondre? Ou alors est-ce qu'il va y avoir une lueur d'espoir et comment tu vois les choses? J'ai l'impression que là, en tout cas, au moment où on se parle, donc c'est-à-dire qu'on est le 12 avril, au moment où on se parle, je pense qu'on est vraiment au pic de l'incertitude. Ouais. Donc où vraiment les gens ne savent pas à quoi s'attendre parce que là, toutes ces semaines étaient aléatoires pour avoir suivi ça de très très près. Un jour, ça allait bien, l'autre jour, en fait, ils remettaient tout en question. Enfin, c'était vraiment absurde cette semaine qu'on vient de passer. Et en plus, tu as les obligations américaines qui ont pris un taquet, et ça, à mon avis, ça n'a pas dû lui plaire. Il a dû faire marche arrière en partie par rapport à ça. Et du coup, où est-ce qu'on va en 2025 ? Ça dépend. Il veut discuter avec Xi Jinping de toute façon, donc, qui est le leader de la Chine. Il veut discuter avec. Si demain, ils arrivent à trouver un accord à 10%, les marchés vont prendre 20%. Mais à contrario, s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, les marchés peuvent s'envoyer un moins 30%. Franchement, là, on est vraiment au pic de l'incertitude. Et moi, je continue d'investir sur mes convictions, mais franchement, je sais rien, quoi. C'est dingue. Hein. Je sais vraiment rien, quoi. Incroyable. T'as parlé d'un sujet qui était intéressant aussi, tu as parlé de dette américaine, ouais. Le Japon endetté, on va en parler justement de cette partie investissement qui te passionne, hein, parce que, comme tu le disais, tu n'es pas... Tu es un entrepreneur par la force des choses, mais tu es surtout un investisseur et passionné par ça. Mais avant toute chose, j'aimerais qu'on prenne un peu de recul et qu'on revienne sur le moment où tu as commencé ton parcours dans l'univers des cryptos et de l'investissement et de l'économie en général avec Journal du Coin et Coinhouse. Comment s'est passée cette période-là? Qu'est-ce qui t'a amené à bosser avec eux? Comment s'est passée un petit peu cette période-là? Dis-moi ta vie. Moi, j'avais 18 ans. Quand je suis rentré dans les cryptos, je venais tout juste d'avoir 18 ans parce que je m'y suis mis au moment du crack Covid, donc c'est-à-dire en mars 2020. Moi, j'ai eu mes 18 ans en novembre 2019. Donc, en fait, ça tombait bien, quoi. Donc j'ai commencé un peu à acheter des cryptos, je bricolais. En fait, j'ai mon beau-frère aussi qui était... On était confinés ensemble, donc en fait, on s'est mis au truc en même temps. C'était cool, il y avait une bonne ambiance. Et puis, ça me plaisait, voilà. Et puis à côté, je rentrais en études d'informatique, ce qui m'intéressait pas du tout dans l'absolu, mais ce qui en vrai m'a donné des skills assez intéressants, parce que en fait, je suis vraiment pas du tout spécialiste en code, hein. Je ne comprends pas grand-chose. Enfin si, justement, je sais lire du code, mais ça s'arrête là. Je pourrais pas le sortir de mon crâne, mais je sais lire du code, donc ça m'a servi un petit peu pour la crypto. Et puis, au fur et à mesure que je me passionne, je traîne un peu sur Twitter. Dessus, je vois un gars qui s'appelle Raptor, qui a à peu près mon âge, et qui bosse sur Journal du Coin. Du coup, j'envoie un message. Comment t'as fait pour bosser sur Journal du Coin? Il me dit, écoute, je leur envoie un message, et puis ils m'ont pris, ça fait comme ça. Donc, du coup, je fais exactement pareil. Instantanément, j'envoie un message au Journal du Coin qui me disent, écoute, on est chaud, on est en ce moment-là, tout le monde, donc en fait, ils ont besoin de rédacteurs à mort. Il n'y a pas encore ChatGPT, hein. Il n'y a pas encore ChatGPT qui peut remplacer les rédacteurs. Donc en fait, je commence mon petit job sur le côté. J'avais mes études, en fait, hein. J'étais en études d'informatique, et puis le week-end, un peu sur mon temps libre, je bossais au Journal du Coin. Ce qui est cool, parce que Journal du Coin, c'est quand même un gros journal, et c'était un premier bag, finalement, dans ce milieu-là, quoi. Donc ça a commencé par là, et puis en fait assez rapidement après, j'avais mis sur mon profil LinkedIn en fait que je bossais sur le Journal du Coin, et il y a la directrice, je ne sais plus si c'était la directrice, mais il y a quelqu'un des RH de chez Coinhouse qui m'envoie un message, qui me dit qu'ils cherchent quelqu'un pour faire de l'analyse pour leur équipe recherche en investissement. Moi je lui réponds, écoutez, moi je suis très très chaud, mais j'ai aucun diplôme, donc ça me paraît bizarre. Elle me dit non, il n'y a aucun problème, très bien. Je passe les 5 entretiens, tout se passe bien, il me propose un contrat en freelance, ça se passe globalement super bien, c'est là que j'apprends le plus de trucs, hein. Je te dis, je bossais avec des gens qui avaient vraiment 20 fois mon bag personnel, donc en fait c'est eux qui m'ont fait ma formation finalement, qui m'ont donné plein de sites, ils m'ont donné plein de ressources, ils m'ont expliqué un tas de trucs, c'était hyper intéressant. Donc ça c'était en 2022. FTX a fait faillite en novembre 2022, c'est ça? C'est ça. Ouais. Donc c'était début 2022 jusqu'à fin 2022 quand FTX a fait faillite, c'est que l'écosystème crypto a pris un coup. Donc là, c'est là que Coinhouse, mon contrat s'est terminé avec Coinhouse, et du coup par la force des choses, je savais pas quoi faire. Je commençais à en avoir un peu marre de la crypto, je trouvais que j'avais un peu fait le tour. J'ai toujours des convictions dans les cryptos, mais uniquement dans Bitcoin. Le reste, j'avoue que ça m'intéresse moins, pour en discuter. Okay, et puis voilà, en fait, après Zimacronomie, j'ai développé mon petit truc.
Puis en fait, je faisais des threads sur Twitter. Moi, la constante dans tout ça, ça a été mon compte Twitter que j'ai quasiment tout le temps alimenté. Et en fait, Hawk, de leur côté, ils ont racheté Info Économique. Et moi, ils ont vu que mon compte Twitter tournait bien et sur des sujets de niche. Donc, je me rappelle que j'avais fait ce qu'ils avaient vu sur mon profil, c'était un thread Twitter qui était justement sur la dette japonaise et sur la monnaie japonaise et tout ça. Donc, vraiment un sujet de niche qui paraît pas du tout intéressant. Et qui a quand même fait 600 likes et 100 RT. Donc, en fait, comme j'ai une capacité, je pense, à bien expliquer en fait tout ce genre de phénomènes qui sont à la fois chiants et à la fois qui paraissent très complexes. Et du coup, en fait, c'est parti de là, on s'est associé de là, et puis voilà, depuis, on est sur Info Économique. Donc, voilà, tout mon parcours. Du coup, pour mettre un peu de contexte, justement, j'étais en contact avec Axel, CEO de Hawk Invest, pour potentiellement parler d'un podcast, que j'avais rencontré l'équipe à CryptoXR à Auxerre. Et il m'avait recommandé de te contacter pour cette vision, justement, macroéconomie, cette vision géopolitique et l'impact des marchés. Toi, aujourd'hui, si on va sur quelque chose qui te passionne, qui est l'investissement, qu'est-ce qui a fait que tu t'es mis dans l'investissement ? Comment tu es rentré un peu dans l'investissement ? Parce qu'au début, tu étais plus dans la création de contenu, plus dans l'analyse, dans l'informatique, dans l'économie, un petit peu la crypto. Qu'est-ce qui a fait que tu es sorti un peu de cette crypto et tu t'es dit, waouh, attends, il y a la dette américaine, il y a des obligations, il y a les ETF, il y a la bourse, waouh, qu'est-ce que je peux faire ? Je pense qu'en fait, je manquais de ce truc concret dans la crypto, dans le sens où j'ai toujours une grosse conviction dans Bitcoin. C'est vraiment la crypto que je pense que je garderai ad vitam aeternam à ce stade. Mais je pense que je manquais de ce truc d'analyse, de trucs concrets. Donc typiquement, là, il y a pas mal de temps qui est consacré à juste regarder des bilans d'entreprise, le free cash flow, la croissance, les marges, tout ça. En fait, ça, c'est quelque chose où je me dis, là, c'est concret. Et c'est quelque chose qui vraiment m'intéresse. Et j'ai l'impression que je peux en faire quelque chose, quoi. Donc je pense que je suis sorti de la crypto parce que je me sentais limité par l'écosystème et j'avais envie de me multiplier les actifs, parce que bon, là je parle de bilan d'entreprise, donc ça veut dire que je parle d'actions, mais comme tu dis, il y a la dette américaine, il y a les matières premières aussi, qui sont deux secteurs qui m'intéressent, même s'ils sont plus difficiles à investir. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai décalé de la crypto vers en fait multi-actifs. J'ai toujours de la crypto, mais comme j'ai que de la conviction dans Bitcoin et que de toute façon Bitcoin n'a pas bougé depuis 2009, j'ai pas non plus de raison de rester dans cet écosystème, quoi, en fait. Il faut quand même de dire que tu t'es lassé quand même de la crypto. Ouais. Alors que c'est quand même un monde qui évolue énormément. Il y a quand même des nouvelles technologies qui se mettent en place. Il y a des nouveaux systèmes aussi financiers qui sont pensés, tu sais, avec les vestings. Avant, c'était différent. Comment, c'est vraiment les cryptos qui t'ont peut-être dégoûté aussi ou pas du tout ? Est-ce que je sais pas trop. Il y a un élément, en fait, quelque chose qui s'est passé, qui a eu un déclic, en fait, à un moment donné où tu t'es dit non, mais en fait, ça m'intéresse plus autant que ça ou... Je pense que je te dis, c'est ce manque d'avoir des trucs concrets à analyser. Moi, j'avoue que ça m'a un peu refroidi. Et puis surtout, il y a eu aussi le bear market de 2022 qui ont fait qu'en fait, le seul truc qui restait, c'est Bitcoin, en fait. Et du coup, je me suis dit, bon, écoute, c'est hyper intéressant. La blockchain, c'est hyper intéressant. Je pense qu'il y a un tas de trucs à faire avec les cryptos, c'est vraiment pas le problème. Mais je pense qu'il y a beaucoup de problèmes pour concrétiser tout ça. Genre là, typiquement, cette année, il y a le truc qui est monté de ouf, c'est Solana. Mais pourquoi Solana est monté ? Parce qu'il y a eu une hype des meme coins. Enfin, en fait, je me dis, l'écosystème a quand même vraiment du mal à avancer, quoi. Après, c'est une opinion, tout comme je suis complètement d'accord pour dire que la blockchain, en vrai, c'est vraiment une technologie hyper intéressante et qu'il y a un tas de trucs à faire avec. Mais ouais, je pense que c'est ça. Et comment tu vois l'avenir, justement, par rapport à ça ? Tu le vois quand même positif ? Est-ce que tu vois aussi toutes ces actions-là, tout ce qu'on fait, est-ce que tu vois ça aussi dans un monde un peu DeFi ? Transition qui va avoir lieu ? Oui, complètement. Je pense que BlackRock, typiquement, donc le plus grand gestionnaire d'actifs du monde, il promeut tout le temps la tokenisation d'actifs et tout. Enfin, ça, pour moi, c'est des trucs qui sont absolument évidents. Mais en fait, l'écosystème crypto, à l'heure actuelle, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à y faire. Après, c'est mon opinion, et puis j'en suis sorti, et puis voilà, il y a plein de raisons qui ont fait que... Je pense que c'est un énorme avenir, mais en même temps, à l'instant T, je trouve que c'est pas spécialement ce qui m'intéresse. En tout cas, peut-être que j'y reviendrai un jour, hein. Je ferme pas la porte du tout. Moi, je trouve qu'il est un peu immature. Ouais, en fait, c'est ça. Du moins, les investisseurs, il est un peu immature. On n'utilise pas les choses correctement, on n'est pas forcément là pour la bonne raison. Alors, quand je dis on, c'est tous les investisseurs, je mets tout le monde dans le même panier. Mais voilà, la plupart des gens, voilà, ils entendent des cryptos en 2024, c'était pour les mêmes coins, quoi. C'est pour mettre c'est ça. Avec Kevin, c'est la première fois de notre vie. 2020-2021, on n'avait pas vu ça. Mais cette fois-ci, on était scotchés. On voyait des gens qui n'avaient jamais touché une crypto-monnaie de leur vie, qui ne connaissaient rien, mais qui avaient réussi à acheter des mêmes coins en créant un wallet.
On était scotché, quoi. En fait, il passait les étapes qui sont primordiales de comprendre ce que c'est une crypto-monnaie, arriver à racheter un même coin. On était scotché. Cet écosystème me surprendra toujours. C'est dingue. En plus, quand on dit acheter un même coin, c'est-à-dire passer par des wallets qui sont centralisés, créer, comprendre les seed phrases. Tu mets ta carte dans des trucs pas très. Des fois, c'est pas des sites entre guillemets qui sont très clean. Et pourtant, il y en a plein. Il y en a énormément. Et tu dis, waouh. Moi, ça me prouve que quand quelqu'un veut quelque chose, veut le faire, il y a de l'argent au bout, ils sont prêts à apprendre plein de choses. les gars, là. Pour y arriver. C'est incroyable, intéressant. Et donc, pour aujourd'hui, maintenant, tu te spécialises dans les actions. Donc, c'est vraiment la chose sur laquelle tu te spécialises. En tout cas, en fait, si tu veux, pour moi, le patrimoine, il évolue naturellement avec l'âge. J'ai 23 ans, en fait, faut que je prenne des risques, quoi. C'est mon portefeuille, ça n'a pas trop d'intérêt pour moi d'investir dans des boîtes. Il y a des gens de mon âge qui investissent dans des boîtes comme Coca. Bon, ok, ça te verse des dividendes, mais en fait, ça n'a pas trop d'intérêt, quoi. Moi, j'aime bien tout ce qui est action technologique. Non, en fait, soit t'hérites d'1 million, tu mets tout sur Coca et ça te verse 5% de dividendes par an, soit, en fait, ça n'a pas trop d'intérêt, quoi. Donc, moi, c'est vraiment action tech. Beaucoup d'actions tech quand même, parce que c'est le secteur dans lequel je suis plus à l'aise. Je suis un peu un enfant de la technologie. Je pense que vous aussi, si vous êtes dans les cryptos, c'est un secteur dans lequel j'arrive mieux à comprendre quel est l'avantage de telle ou telle boîte que dans la santé, où par exemple c'est un secteur où je me dis c'est chaud quand même de comprendre concrètement quelle boîte a un avantage si t'es pas dedans, quoi. Donc essentiellement action technologique, mais après je suis multi-actif dans le sens où pour moi, un portefeuille doit être complet, donc matières premières, donc crypto, pour moi, c'est un truc vraiment à part, et obligations aussi, même si c'est des plus petites parts. Tu diviserais comment en termes de pourcentage ton portefeuille ? Moi, là, actuellement, j'ai 70% d'actions, 20% de dette et obligations, et 10% de matières premières. Ok. Et pour les actions, tu fais comment pour rechercher vraiment les actions intéressantes ? C'est quoi un peu ta méthodologie ? Comment tu t'y prends pour dire, ok, là, alors la tech, c'est un secteur qui m'intéresse. Donc déjà, ça c'est important, c'est que tu vas aller vers quelque chose qui va te plaire et t'intéresser, te parler. D'où pourquoi le pharmaceutique, il va peut-être pas, et c'est logique, c'est tout à fait normal. Et après, comment tu fais ? En fait, globalement, l'essentiel de mon portefeuille est quand même consacré sur une poignée de valeurs que vous connaissez. Ça va être du Nvidia, ça va être du ASML, ça va être du Google, ça va être du Amazon. Donc ça, c'est pour tout ce qui est vraiment boîte très tech. Après, Schneider Electric, ça va être une boîte qui va gérer tout ce qui est infrastructure. Ça, pour le coup, c'est coté en France, parce que j'essaye non plus de... Le problème, c'est que j'adore la tech, mais... En ce moment, il y a un mec qui est un peu fou au pouvoir de l'autre côté de l'Atlantique. Et du coup, pour investir en tech, j'aimerais bien investir dans la technologie, mais en Europe, mais c'est très très compliqué à trouver, quoi. Donc les boîtes tech en Europe, ça va être ASML et Schneider, quoi, parce que c'est un peu les deux que j'ai trouvés. Bon, après, tu as des mid-cap, mais ça va plutôt être des ESN, donc c'est pas trop comparable. C'est pas de l'énergie, c'est pas de la technologie vraiment comme Nvidia où c'est de la pointe, quoi. De l'ESN, tu as dit ? Ouais, ESN, c'est des boîtes qui... c'est un peu de l'intérêt, mais de développeurs, pour les développeurs, quoi, en fait. Okay. Donc t'es développeur, tu vas dans une boîte qu'on appelle une ESN, eux, ils te trouvent des contrats. C'est un peu un freelance, mais on t'assure un CDI. Ouais, c'est ça, ouais, en gros. Okay. Donc il y a des boîtes en France qui font ça, mais c'est pas non plus des boîtes sur lesquelles c'est pas Nvidia qui a une croissance de fou. Enfin, Nvidia, encore une fois, c'est vraiment une boîte de dingue. Et du coup, c'est là où est consacré mon portefeuille est quand même pas mal consacré à SML et Nvidia, quoi. Ok. Mais tu vois, tu parlais de Coca, par exemple, qui est aussi une très très grosse boîte. Ouais. On parle d'Nvidia, c'est aussi une très grosse boîte. Pourquoi Nvidia serait un choix intéressant malgré la technologie, malgré l'évolution, l'IA, etc., la forte demande? Mais tu vois, c'est un gros mastodonte. C'est comme si tu dis Bitcoin va prendre 800% cette année. Nvidia, c'est un mastodonte aussi, tu vois. Alors, je suis assez d'accord. Après, je suis quand même assez convaincu que dans 5 ans, Nvidia sera autour de 300-400 $. Donc, à savoir qu'actuellement, le cote est à 100, de tête, 97. Donc, ça fait quand même une belle perf dans l'absolu. Et du coup, par rapport à Coca, de toute façon, c'est comme c'est une boîte de pointe. Et en fait, il faut comprendre qu'elle a un écosystème qui est tellement puissant que typiquement Amazon, Google ou Microsoft, ils fabriquent leurs puces maison. Ils ont déjà des puces qu'ils fabriquent à la maison et tout. Mais ils continuent quand même d'acheter des puces à Nvidia pour les louer parce que les clients demandent du Nvidia. Parce que les clients, ils ont bâti leur écosystème, ils ont bâti tout sur Nvidia et du coup, les clients ne veulent pas partir de chez Nvidia. Donc même si dans l'absolu, Google, ils pourraient faire tourner leur intelligence artificielle sur leurs propres puces,
ils sont obligés quand même d'avoir du Nvidia. Pour la trust, le tampon, quoi. Pareil, pour la trust, c'est parce que l'écosystème a été bâti sur Nvidia, en fait. Ils ont vraiment ils ont verrouillé le système, en fait. Ils ont vraiment verrouillé le système, et c'est pour ça que la boîte a autant décollé ces dernières années. Tout le monde a dit que c'était une bulle, etc. Bon, peut-être que c'est une bulle, en tout cas, moi, j'y crois. Mais en fait, c'est tout simplement parce que la boîte a littéralement verrouillé toutes ces puces pour un secteur qui est l'équivalent de la révolution industrielle, quoi, pour moi. Donc c'est pour ça que la boîte a autant monté ces dernières années, quoi. Intéressant. Et dans les actions que tu vas choisir, comment tu définis aussi ton plan de sortie, finalement? Sur quoi tu te bases? Est-ce que tu as une vision sur les 10, 15, 20, 30 ans à venir, ou est-ce que tu as aussi une stratégie un peu adaptée? J'ai pas de sortie, il n'y a pas un moment où je me dis tiens, Nvidia elle va à 400, je vends. En fait, ça dépend. Est-ce que quelque chose a changé? Voilà, c'est à peu près la question que je me pose. Est-ce qu'ils vont encore vendre imaginons là, on est en 2025, dans 5 ans, en 2030, est-ce qu'il y a la demande en plus, elle est toujours aussi forte? Est-ce qu'ils ont toujours un écosystème aussi fort? Est-ce que le monopole est toujours aussi puissant? Okay. Si toutes ces cases-là sont cochées, j'ai pas de raison de les vendre. Elles ont toujours un écosystème, elle est en monopole. Okay. Pourquoi la vendre? Donc non, pas vraiment de plan de sortie défini. J'ai plus des convictions, et si quelque chose change par rapport à mes convictions, je vendrai. Mais c'est pas vraiment de l'ordre du jour, on va dire. Magnifique. Donc au final, tu nourris toute cette passion et cette partie investissement de ton côté grâce à ta passion pour la géopolitique, par la macroéconomie, qui vient du coup à InfoEco. Qu'est-ce qu'InfoEco? Comment ça fonctionne aujourd'hui et quel est l'objectif? Alors, InfoEconomique en ce moment, donc, c'est un média qui est présent en format newsletter, donc quotidien tous les matins 7h15, podcast tous les matins 6h45 pour l'écouter dans le métro. Et ensuite, on est sur X et Instagram. Donc l'objectif de la newsletter et du podcast, c'est de donner 4 informations les plus importantes de la veille, que ce soit sur les mouvements de la Banque fédérale américaine, une action qui a eu une grosse news qui a pris 15%, la situation en Ukraine, la situation en Taïwan, il y a des exercices militaires chinois qui ont été menés, tout ça. Donc on va dire il y a 4 informations qui sont importantes. Et ensuite, on a un format qui est un peu plus long qui s'appelle l'allongé, où là, on va rentrer en détail dans un sujet. Donc, ça peut être aussi, encore une fois, le conflit en Ukraine, Taïwan, où ça en est avec la Chine. Pourquoi Nvidia a un monopole aussi puissant? Pourquoi ASML a un monopole aussi puissant? Et donc, l'idée, c'est d'avoir à la fois que le lecteur sache ce qui s'est passé, soit vraiment au courant de ce qui vient de se passer, et à la fois qu'il ait aussi un petit sujet à creuser, parce que l'article, il fait 1000 mots, donc je te donne les bases, mais il va falloir que tu cherches un petit peu plus loin de ton côté. Et puis voilà, donc ça c'est pour le format newsletter. Le podcast, c'est la newsletter qui est reprise à l'oral par moi tous les matins. Et X et Instagram, ça va être de la news en instantané. Donc pour le coup, on essaye d'être vraiment les premiers sur l'info. Mais on essaye aussi et surtout de ramener une explication, un contexte, ou pas de juste balancer la news. Généralement, il y a quand même une explication qui vient avec, que ce soit pour les gros mouvements monétaires, contre le yen-dollar, si ça a pris 10%, je ne vais pas juste dire « Attention, le yen a pris 10% face au dollar ». Il faut expliquer, sinon tu ne sais pas quoi faire de l'information si tu n'es pas dedans, quoi. Donc voilà, l'objectif finalement d'InfoEco, c'est vraiment de décrypter, démocratiser et décrypter surtout. Moi, c'est là où je mets un point d'honneur, c'est vraiment vulgariser les concepts qui semblent compliqués, qui sont compliqués. Mais le but, c'est vraiment que tout le monde soit en capacité de les comprendre, quoi, finalement. Et si tu avais une personne en face de toi qui ne comprendrait pas l'intérêt de s'intéresser à la géopolitique, à la macroéconomie, pour être un bon investisseur, un investisseur averti, aguerri, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Le but, c'est pas de le convaincre, mais qu'est-ce que tu pourrais lui dire, toi, via ton expérience? Là, il y a quand même une preuve très flagrante en ce moment de si tu suis pas la géopolitique, t'es à côté de la plaque, quoi. Là, si tu ouvres ton portefeuille cette semaine, tu regardes la portefeuille à horizon une semaine, cette semaine, et tu vois que le graphique, il va littéralement dans tous les sens. Si t'as pas du tout suivi ce qui s'est passé géopolitique, en vrai, t'es perdu, quoi. Donc après, dans l'absolu, ça t'aide pas à investir de le savoir, parce que y a juste eu de la volatilité, mais mes convictions pour Nvidia, ASML ou toutes les belles boîtes, en vrai, elles ont pas changé. Mais ça te permet quand même de comprendre ce qui se joue en ce moment, surtout qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se jouent, que ce soit avec l'IA ou que ce soit au niveau géopolitique, tarifs douaniers, etc. Ça me semble vraiment important de comprendre. Et là, en fait, même avec les tarifs douaniers, où il y a quand même pas mal de gens qui paniquent, parce que les marchés, ils baissent, je me dis, Nvidia, elle a un monopole tellement puissant qu'en fait,
ça n'a pas d'importance. Trump va mourir avant Nvidia. Donc en fait, c'est pas, ça renforce aussi mes convictions en fait finalement. Je suis plus à l'aise dans le fait de comprendre tout ce qui se passe et de détenir du Nvidia parce que juste la boîte est trop puissante. En fait, quand tu parles d'Nvidia, c'est surtout comme si de la technologie et l'IA va être de plus en plus au cœur de tout ce qu'on fait finalement. Et nous, on le voit même au sein de l'entreprise. C'est quelque chose qu'on utilise mais quasiment tout le temps maintenant. Et vous aussi, je pense. Minimum tous les jours. Ouais, minimum tous les jours. Ouais, minimum tous les jours. Donc, peu importe ce qui se passe après avec les conflits Chine ou autres, dans tous les cas, c'est une boîte qui aujourd'hui domine le marché. Il y aura peut-être un concurrent qui va émerger quelque part, mais bon, il a encore de la route à faire. Et peu importe ce qui va se passer avec les conflits d'intérêts qu'il y a, elle va rester. L'IA va se développer, les robots vont se mettre en place. Voilà, il y aura pas, je vois très bien la logique que tu as. Donc, ça, je parle beaucoup de Nvidia, mais en fait, Nvidia, c'est parce que pour moi, c'est littéralement le vendeur de pelle. Parce que Nvidia, elle vend de la puissance de calcul. C'est le vendeur de pelle. Et du coup, quand Microsoft, Amazon et tout, ils disent bon, bah, cette année, on va investir 80-100 milliards dans l'IA, en fait, c'est Nvidia qui récupère ce cash. Donc pour moi, c'est vraiment elle qui est à la base de tout. Mais après, Google, c'est pareil, c'est une super belle boîte dans le sens où elle a investi massivement dans Waymo. Donc Waymo, qui est littéralement une boîte de voitures autonomes. Et pareil, en fait, ça, c'est toujours la même logique. Je me dis, bon, déjà, les voitures autonomes, c'est hyper bien, mais qu'est-ce qu'il va falloir pour ces voitures autonomes ? Il va falloir de la puissance de calcul. On va faire appel à qui ? Allô, Nvidia. En fait, peu importe comment tu tournes. Ouais, tu peux retourner le truc dans tous les sens, que ce soit Nvidia, que ce soit Google, Amazon, Microsoft, Apple, même s'ils sont pas très bons en IA, ils ont tous besoin des puces Nvidia. Et ils vont en avoir besoin pendant au moins 10 ans. Parce que... et pour faire de la performance sur ton portefeuille, vraiment de la surperformance, on va dire, d'aller chercher un peu plus de risque que Nvidia. Donc tu as ce schéma logique de dire que par exemple Google va investir sur les voitures autonomes. Donc quelle boîte va faire ça ? C'est elle. Donc tu vas aller te positionner sur cette boîte-là par exemple. Là pour le coup Nvidia c'est tellement évident dans le sens où en fait typiquement je voyais encore Sam Altman, du coup le PDG d'OpenAI, qui tweet, je pense, toutes les semaines que le seul problème de OpenAI, c'est qu'elles n'ont pas assez de puces. Donc ça veut dire que vraiment la demande est tellement forte et ils s'arrachent tellement tous les puces Nvidia qu'ils se plaignent tous de ça, quoi. Et donc je me dis, les gars, en vrai, elle est en situation de monopole, elle fait les meilleures puces du monde, tout le monde a besoin de puces. Banco, pour moi, c'est vraiment comment générer de la surperformance par rapport au marché, que savoir que moi, je me base sur le SP500. Si le SP500 gagne 10% et que moi, je fais 12%, j'ai généré une surperformance de 2% sur l'année. Et du coup, pour moi, Nvidia, c'est vraiment un moyen de surperformer le marché. Elle va faire plus que 10% par an, à mon sens. Et ta performance annuelle que tu souhaites avoir, en tout cas que tu as envie de réaliser ou que tu réalises, tu l'estimes à combien à peu près et comment tu la bases finalement ? En fait, mon objectif, c'est toujours de battre le marché. Donc, ça veut dire le SP500 ou le SP500 ou le CAC 40 si c'est des boîtes européennes. Là, les dernières années, elles étaient quand même vraiment exceptionnelles parce que le 2024 de tête, le SP500 a pris 24-25%, ce qui est vraiment une année de dingue en vrai. Donc, tant mieux, mais je pense pas que ça va durer éternellement. Le truc, c'est que moi, j'essaye aussi, donc c'est pour ça que j'ai de la dette, c'est pour ça que j'ai des matières premières, j'essaye aussi de un peu modérer la volatilité pour pas que si j'étais full action, ça serait un carnage. Mais la dette la dette et les matières premières, font que je modère un petit peu cette volatilité. Donc là, la performance moyenne que je vise, on va dire que c'est 12-13%. Mais les années comme l'année dernière où les actions elles ont vraiment skyrocket, ça devait plutôt être 20-25%, quoi. Parce que il y avait rien à faire en fait. Je suis pas très intelligent. Vous prenez les grosses boîtes aux États-Unis, je suis que sur celle-là. C'est toutes les boîtes technologiques qui sont indispensables, je suis sur celle-là. Donc c'est pas comme si j'étais un investisseur qui va chercher des trucs ça pèse 5 millions au fin fond d'Euronext. Enfin non, en fait, c'est des énormes boîtes et ça suffit largement à faire des belles performances. C'est vrai. On oublie des fois un peu le concept de belle performance aussi. Surtout quand on est passé par la crypto, des fois on zappe c'est quoi une belle performance. Et des fois, un 10% ne nous suffit plus, c'est ce qu'on répète sans cesse. Moi, j'ai 15%, je suis super content. Je suis sur des boîtes énormes, le risque est modéré, je gère la volatilité avec de la dette. Franchement, je suis content. Tu peux expliquer ce concept de dette ? Comment tu fais pour gérer avec la dette ?
concrètement, la dette, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas? C'est quoi le pourcentage que tu as dessus? Comment ça fonctionne en fait finalement? Comment tu manages tout ça? Moi, la dette, donc ce que je suis essentiellement placé, donc tu as plusieurs choix dans la dette. Tu as la dette d'État, donc tu prêtes de l'argent aux États-Unis, à la France, à l'Allemagne, tout ce genre de trucs. Ou tu as la dette corporate. Bon, après, tu as des dettes municipales et tout aux États-Unis. Bon, on va rester dans les gros titres. On a la dette d'État, on a la dette corporate d'entreprise. Donc là, en ce moment, vu que les taux sont assez élevés, tu peux, sur la dette d'entreprise, là, de tête, je suis à 5-14% annuel. Donc, ce qui me fait une poche de cash, en fait, assez intéressante. Si demain, les marchés prennent moins 30%, en fait, ça va pas trop bouger. Et du coup, je peux revendre cette poche-là. En attendant, d'ici là, elle me verse 5% par an. Bon, en fait, c'est juste un moyen de... Au lieu d'avoir du cash, en fait, ça pourrait être une poche de cash. En fait, dans l'absolu, je pourrais juste le laisser comme ça. Mais bon, quitte à ce qu'il attende, autant faire un petit peu d'argent avec. Et du coup, la dette, j'essaye d'éviter la dette souveraine parce que les États gèrent pas très bien leurs finances publiques. Mais la dette d'entreprise, tu as des ETF qui compactent ça. Donc, tu cherches un ETF Corporate Bonds, t'en as pas mal. Et t'as juste des frais de gestion à payer qui sont assez minimes, je crois de tête 0,20, 0,30%. Et puis voilà, en vrai, c'est une poche de cash. En vrai, faut pas voir ça comme un vecteur de performance. Moi, je vais chercher de la performance sur les actions. Moi, en même temps, ça me fait une petite poche de cash, quoi. Et c'est quoi la différence? Tu as parlé de dette d'entreprise et dette souveraine. Ouais. Donc celle des États. C'est quoi concrètement la différence? En fait, comment ça se mesure, ce genre de choses? Ta contrepartie dans la dette souveraine, c'est l'État. Donc tu prêtes à l'État et si tu as un scénario à la grecque qui se dessine, c'est chiant. ça va te poser problème. C'est pour ça que généralement, tu essaies quand même de prêter à des entreprises, à des États qui sont à peu près solvables. D'où le fait que la France, la dette, on la paye cher en ce moment parce qu'en fait, nos finances publiques sont cataclysmiques. Et donc ça, c'est les dettes souveraines. La grosse différence, c'est que tu prêtes à l'État au lieu d'une entreprise. Et moi, j'avoue que je fais plus confiance dans les entreprises pour gérer leur budget que dans l'État. Donc je préfère juste investir dans de la dette d'entreprise. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Donc en fait, investir dans une dette, c'est prêter de l'argent à X, qui peut être un pays, qui peut être une municipalité, qui peut être une entreprise. Et eux, en échange, ils te donnent un taux d'intérêt. Ils te donnent un petit taux d'intérêt, c'est ça. Là, actuellement, 5-14%. En fait, c'est vraiment un univers, parce qu'en fait, tu as du coup ce qu'on appelle des agences de notation, dont le job, c'est, écoute, on va voir le pays, les États-Unis, ou on va voir Apple. Les deux émettent de la dette, et on va noter la dette. Donc, elle est notée de AAA. AAA, c'est top qualité, elle est au max. À D+, de tête, et là c'est qu'elle est en faillite. On dirait les batteries. Ouais, c'est littéralement. Je sais pas si vous avez déjà vu The Big Short, mais à un moment il fait une pyramide là, avec, en expliquant de la dette. C'est littéralement ça en fait. Donc tu as des agences de notation dont le job c'est Apple les appelle. Oui, bonjour, j'ai de la dette à émettre, il faut la noter pour fixer un rendement dessus. Parce que si la dette elle est mauvaise, ils vont la payer 7%. Alors que s'ils sont solvables, ils vont la payer 4-5%. Donc il y a tout ça à prendre en compte. Moi, je reste sur de la dette safe parce que c'est quand même censé être ma poche de cash, donc je prends pas trop de risques. En vrai, il y a beaucoup de trucs à faire avec la dette. Pour ceux que j'ai un pote qui bosse en fixed income, du coup, c'est le secteur qui s'appelle comme ça. Et c'est hyper intéressant. En fait, il y a un million de trucs à faire parce que tu as aussi des jeux avec les monnaies, etc. Enfin, c'est vraiment un game hyper intéressant pour le coup, la dette. Moi, je suis un débutant. J'ai juste des ETF, rien de bien dingue. J'ai quand même l'impression que tu as une mentalité assez particulière par rapport à l'investissement. Tu pourrais nous en parler. C'est que au final, pour toi, tout doit être investi. Alors, à peu près. C'est-à-dire que tu dois placer ton argent quelque part pour le faire travailler, pour que ça bouge, et tu vas éviter de laisser le moins possible d'argent sur un compte en banque dormir. Est-ce que c'est ça ta stratégie? C'est quoi ta vision, ta mentalité d'investisseur? J'ai très peu de cash, j'ai un peu d'épargne, mais franchement, vraiment pas grand-chose. L'essentiel est totalement investi. En fait, c'est un peu ce que je te parlais tout à l'heure, où je me disais, j'ai 20 ans. En fait, c'est toujours le même concept. J'ai 20 ans. J'ai pas de gosse, j'ai juste 2 chats. Enfin, j'ai pas de gros coups. Autant que j'investisse un million, quoi. J'ai pas de raison de garder du cash. Je suis très peu dépensier en plus. Donc voilà, j'investis beaucoup. Et oui, à mon sens, tout doit être investi. Même si c'est sur de la dette. En fait, si je trouve que les marchés sont un peu chers, tant pis, j'achète de la dette. Et puis je verrai plus tard. C'est pas grave. Compte titre? Ouais, compte titre et PEA. Essentiellement, et PEA. Et compte titre, la dette, tu peux en trouver sur PEA et compte titre, bien sûr. Pas sur PEA, parce que de tête, il y a un seul truc qui est éligible PEA et qui est de la dette, mais ça paye vraiment pas grand-chose, parce que c'est des produits européens, c'est de la dette européenne, donc de tête, ça rémunère 2%, enfin, c'est vraiment pas intéressant. Ouais, vraiment pas intéressant. Ouais. Et en parlant de PEA de compte titre, est-ce que tu pourrais nous l'expliquer? Parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui ne connaissent pas. J'ai été surpris dernièrement, je parlais avec des personnes qui
qui rejoignent notre communauté, etc., qui ont des comptes titres, déjà ils ne savent même pas le nom, et ils n'ont même pas conscience de l'existence du PEA. Qui est aussi une chance qu'on a. Est-ce que tu peux nous exposer un peu la différence en fait, le PEA, le concept, c'est que vous pouvez investir du coup sur des boîtes européennes, uniquement européennes. Enfin, vous pouvez aussi acheter des ETF qui vous permettent de répliquer les performances américaines. Mais de base, ça a été pensé en tout cas pour investir en Europe. Et en fait, au bout de 5 ans après l'ouverture de votre PEA, vous payez 13% d'impôt au lieu de 30 de tête. 17. Enfin, en tout cas, vous avez un sacré à avoir. Ouais, vous êtes bien exonéré. Et du coup, c'est hyper intéressant. Si vous voulez juste investir en ETF, il faut passer par PEA parce qu'il n'y a pas d'intérêt à aller sur CTO. Vous allez avoir une ristourne au niveau de vos impôts. Et si vous voulez investir en des boîtes européennes, donc que ce soit Total, LVMH, Novo Nordisk, ASML, passez par le PEA aussi, parce que vous avez littéralement un avantage fiscal pour le coup. Et aussi, par contre, il y a un truc ultra puissant avec le CTO, c'est que si tu fais un CTO et que tu transfères à ton enfant, tu purges les plus-values. Okay. Tu purges les plus-values. Donc ça veut dire que, imagine, je sais pas, t'investis 10 000, ton gosse grandit, à ses 18 ans, tu lui transfères, il y a 60 000 dessus. Eh ben, il peut les retirer cash. Enfin, il en fait ce qu'il veut, mais il peut les retirer cash et c'est purgé. C'est le cas qu'on a eu avec une personne là, il y a 7 semaines. Tu m'en parles, c'est 7 semaines. Ouais, je ne saurais même plus dire, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu un appel, et sûrement, et qui a eu ce même concept de sa grand-mère. Et je lui avais posé la question, je lui ai dit, mais du coup, en fait, quand t'as. Parce que j'étais pas au courant, quoi. Si maintenant, sa grand-mère est décédée, par exemple, elle avait un compte titre donc, de 40 000, 50 000, peu importe. Elle lui a transmis ce montant, donc c'était lorsqu'elle est décédée, donc sur le testament. Lui, quand il reçoit ça, il n'y a pas d'imposition dessus, c'est comme si c'était un cadeau. Et après, lui, il en fait ce qu'il veut. Mais quand il retire cet argent, par contre, il sera imposé dessus, bien sûr. Pour moi, dans ce cas-là. Non, justement, les plus-values sont purgées. Mais si c'est en jeu. Les plus-values, enfin c'est toujours en jeu, les actions sont toujours. Mais c'est comme en fait, c'est comme si t'avais pas les plus-values. On te les retrouve à 100 000 de base. Voilà. Même s'ils sont placés. C'est comme si tu partais avec un capital de 100. Ouais, c'est ça exactement. L'astuce est vraiment incroyable. Après, faut pas mourir, mais. Ouais, mais même si juste un enfant, en vrai, pour moi, je sais que le jour où j'en aurai. C'est presque bon, c'est plus ou moins normal, on va dire, parce que dans le sens où la personne avant qu'elle décède aussi. Vu que c'est un compte titre, à chaque achat et vente qu'elle fait et aux dividendes qu'elle touche, elle paye aussi. Voilà. C'est un petit peu la contrepartie. Son compte titre, c'est vraiment pas très intéressant. C'est juste que c'était très poussé par pas mal de plateformes parce qu'elles n'avaient pas encore le PEA. Voilà. Je vais pas citer de nom, mais en vrai, il y en a une paire. Et du coup, en fait, ce qui fait que les gens se sont pas renseignés, ils voulaient juste investir et ils ont juste envoyé sur l'application. C'est arrêté là, quoi. C'est le truc le plus facile, en fait. C'est dommage. Compte, tu mets. Et c'est beaucoup plus simple. PEA, c'est-à-dire c'est que français ou c'est dans tous les pays d'Europe? C'est spécifique à la France? Je pense que c'est européen. Moi franchement, j'en sais rien, mais je dirais que c'est européen. Moi, je croyais que c'était un privilège un peu de la France, peut-être pour. Franchement, peut-être que c'est pour l'Europe. Ouais. Chaque pays, je suppose que chaque pays a un peu sa vision, mais dans tous les cas, ça sert quand même globalement à nos boîtes. Ouais. Je pense que je serais pas étonné si c'était européen. Ouais, ok. C'est une bonne question. Bonne question. Franchement, j'ai pas la réponse pour le coup. Ok, incroyable. Et compte titre, comment tu fais pour gérer? Parce que moi, c'est une question que je me pose tout le temps. Des fois, tu as envie d'investir sur un compte titre, mais ce qui prend la tête, c'est après les déclarations. Ouais. Sur quelle plateforme d'ailleurs tu recommandes des plateformes un peu ayant fait une analyse un peu du marché, tu as des préférences et pourquoi d'ailleurs ou pas spécialement? J'ai pas spécialement de recommandations. Moi, ce que j'utilise, c'est Saxo Bank. Okay. Parce que en fait, ça vient littéralement de quand j'étais chez CoinHouse, on se hedgeait, on couvrait nos positions sur le dollar via Saxo. Et du coup, en fait, je suis resté là-dessus. Facilité. Et puis, en fait, c'est une énorme boîte qui traite avec beaucoup d'institutionnels, là où il y a beaucoup de nouvelles plateformes qui, en fait, sont concentrées très sur des particuliers, ce qui fait que tu n'as pas la même profondeur, en fait. Quoi. Okay. Même si les frais sont un petit peu plus chers, je suis OK, c'est mon argent, je suis content de l'avoir dans une institution qui est très, très sérieuse. Donc, Saxo, pour moi, c'est vraiment les boss, quoi. Ok. Et pour la déclaration, du coup? Et pour la déclaration, il te file l'IFU de tête. Okay. Et t'as juste à suivre un plan. En fait, c'est pas si compliqué que ça. Hein. Moi, j'ai jamais eu trop de problèmes. Après, j'ai pas un montage fiscal de zinzin non plus. Ouais, donc je pense que ça dépend aussi pas mal de ça. Mais moi, il m'envoie mon de tête, ça s'appelle l'IFU. J'ai juste à recopier ce qu'il m'envoie. Et puis, ça s'arrête là. Hein. Ouais, non, franchement, c'est pas si compliqué pour le coup. Ouais, ça va. Magnifique. Jules, parce que là on a vu tout ton parcours d'aujourd'hui, ce que tu fais actuellement,
Mais à l'époque, avant que tu te mettes dans l'investissement, avant que tu te mettes dans la finance, l'économie, c'est venu comment tout ça? Est-ce que c'est venu via l'éducation financière de ta famille? Est-ce que ta famille était un peu là-dedans, dans l'investissement, dans l'économie? Absolument pas. C'est tout parti de toi. Comment ça s'est passé un petit peu? Alors, ma famille n'est pas du tout spécialement dans l'investissement. Enfin, mon père est quand même entrepreneur. Il a eu une boîte où il y a eu 20-25 salariés. Mais pour autant, il a concentré toute sa vie sur sa boîte. Et il s'est jamais intéressé au marché, au CAC 40, tout ce genre de trucs. Donc, vraiment pas de là. Je pense qu'en 2017-2018, mon cousin m'a quand même parlé de Bitcoin et de Ripple et de tout ce genre de trucs qu'il y avait en 2017-2018. Mais bon, moi, j'avais 16 ans. Donc, j'étais encore un peu jeune pour ça. J'ai pas du tout d'argent, de toute façon. Et donc, je pense que c'est venu d'ici. Et puis, en fait, les cryptos, c'était vraiment la porte d'entrée. En fait, encore une fois, je suis toujours reconnaissant envers cet écosystème parce que c'était une porte d'entrée absolument géniale, que ça m'a permis d'avoir un taf en banque. Je sais pas si on se rend compte, j'avais 20 ans et j'avais pas de diplôme, mais j'ai quand même eu un taf à Paris. Enfin, c'était absolument dingue. J'ai côtoyé des gens ultra intelligents. Et donc, je pense que c'est venu de là. En fait, après, ça s'est enchaîné naturellement. J'ai toujours bien aimé tout ce qui est économie, l'actualité. J'aime quand même bien suivre l'actualité, la politique, tout ça. En fait, c'était un peu naturel, quoi. Je pense pas que je ferais toute ma vie là-dedans, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est venu de manière assez naturelle. Je me suis jamais posé de questions à ce niveau-là, quoi. C'est incroyable. Moi, je reviens sur un point. Ce que tu dis, tu n'avais pas de diplôme. C'est un choix que tu as fait d'arrêter. Tu as arrêté en cours de route. C'est quelque chose qui te déplaisait. Tu voyais pas d'intérêt, en fait. J'ai arrêté. J'encourage vraiment personne à arrêter les études. Encore une fois, hein. C'est un choix qui m'a coûté quand même plusieurs moments où tu es en doute et tu te dis putain, mais en fait, s'il y a un truc qui ne va pas, c'est terminé. C'est terminé. Donc, c'est vraiment un choix que je recommande absolument pas. Moi, je me suis permis de le faire parce que globalement, je viens d'une bonne famille. En fait, il y a pas de secret. En fait, tu peux te permettre d'avoir ce détachement et de pouvoir te lancer dans le vide si quand même derrière tu as un backup. Donc je suis évidemment extrêmement reconnaissant envers ça et c'est quelque chose que j'assume complètement. Maintenant, mon objectif, c'est de pouvoir offrir le même filet de sécurité à mon gosse plus tard que ce que mes parents ont pu m'offrir. Donc je pense que c'est ça qui a fait que je me suis jeté. Et puis après, en fait, je me suis toujours un peu débrouillé. J'ai créé du contenu sur Internet. Donc en fait, ce qui fait que j'ai quand même une vitrine permanente. S'il y a eu une constante, c'est que j'ai toujours créé du contenu sur Internet. Donc vitrine permanente, c'est ce qui fait que j'ai toujours réussi à bricoler, quoi, en fait. Je suis un gros bricoleur, en fait, plus que tu as. Trop bien. J'ai envie de parler un peu de tes finances personnelles. Ouais. Concrètement, comment tu gères ta gestion au quotidien? Parce que le problème de la plupart des gens, déjà, quand tu parles autour de toi, tu te rends compte que les gens, ils se plaignent tout le temps de leur salaire, etc., de plein de choses. Mais en fait, au final, quand tu leur demandes s'ils ont de quoi investir, ils te disent non, j'ai à peine de quoi payer des factures. Moi, je trouve que c'est une aberration, parce que je pense que ça vient d'une mauvaise gestion déjà initiale un peu de chaque personne. Toi, comment tu gères déjà tes finances personnelles? Est-ce que tu structures un peu ta vie? Est-ce que tu traques un peu certaines choses? Pas spécialement. Est-ce qu'au début, ça l'était un peu moins maintenant? Comment tu fais finalement pour dégager justement, vu que tu investis, forcément, il faut bien que tu dégages un capital, quoi. Peut-être mensuellement, chaque année, je sais pas comment tu fonctionnes. Alors, moi, ce que je fais déjà, c'est que dès que je reçois du cash, il y a une partie qui part en investissement. C'est un peu ce que je priorise parce que mon seul hobby, ça va être la course à pied et les vinyles. Dans les deux cas, c'est pas très cher. Et du coup, ce qui fait que j'ai une enveloppe correcte pour investir. Donc, c'est un des premiers trucs que je fais. Après, j'ai des charges qui sont relativement limitées dans le sens où j'ai un petit appart qui me coûte pas grand-chose. Je suis pas très dépensier, en fait. Je suis quelqu'un de très simple, je joue beaucoup aux jeux vidéo. Enfin, c'est des loisirs qui coûtent pas grand-chose, en fait. Ce qui fait que du coup, je peux juste commencer par le mois par investir. Donc, je pense qu'il y a 30% facile qui partent en investissement direct. Peut-être plus, selon les mois, en fait. Là, typiquement, j'ai vu qu'ASML, elle était pas chère. J'ai envoyé une brique parce que bon, ça arrive qu'une fois, quoi. Donc voilà. Et puis après, en vrai, c'est vrai que j'ai pas trop de gestion personnelle, quoi. J'ai investi direct, après j'ai un reste, et puis voilà, quoi. Le reste, c'est déjà une très bonne gestion, hein, si je peux me permettre. Ouais. En fait, c'est comme si tu avais une facture obligatoire, entre guillemets. Ouais, en fait, c'est ça. Voilà, tu dis, dès que je reçois ma paye, il faut que ce montant-là, il parte dans l'invest et après je me démarre pour le reste. Mais en fait, comme c'est une passion et comme vraiment je suis content d'investir dans des boîtes, je le vois même pas comme une facture ou comme une charge. J'investis et genre je suis en mode allez, trop bien, j'ai déposé les thunes sur le compte, j'achète quoi ce mois-ci, je suis content de le faire, quoi. Donc en fait, ça me pose vraiment pas de problème, je vois même pas ça comme une charge.
c'est presque naturel, quoi. J'ai envie de toute façon, quoi. Ouais, c'est un plaisir en fait, quoi. Un plaisir, mais c'est un plaisir justement qui te rapporte. Ouais, en plus. Aussi. Ouais, en plus, accessoirement. Ouais. C'est génial. Non, c'est une bonne vision en fait. Moi, j'aimerais que les gens comprennent un peu ce concept-là parce que aujourd'hui, c'est une question de priorité, je pense, on le voit tout le temps. C'est là, je reçois mon salaire et le salaire, il peut être n'importe lequel. Hein, clairement. Ah ouais. Que ce soit 1500, 4000 ou 2. En fait, peu importe le salaire que tu reçois. Les gens, il faut qu'ils réfléchissent de la même manière. En fait, c'est pas parce que tu touches 1500 que tu dois te dire ah mais non, mais moi c'est impossible que j'investisse. Il faut des grosses sommes. C'est vrai que cette fausse croyance il faut des grosses sommes pour investir. Je trouve vraiment qu'on est dans une époque absolument bénie pour l'investissement parce que déjà il y a le concept de fraction d'action, donc ce qui fait que tu n'es plus obligé d'acheter une action entière ou une crypto entière ou n'importe quoi. Et on est quand même aussi à une période des ETF. Un ETF, il y en a 10 balles pour 10 balles, littéralement tu investis dans 60 plus grandes boîtes européennes, les plus belles boîtes européennes, pour vraiment pas grand chose. On n'est plus à l'époque où il fallait aller chez le banquier, où tu te mangeais 120 € de transaction, de frais de transaction. Enfin, c'est fini maintenant, tu sors ton téléphone, tu peux investir. Donc je trouve vraiment qu'on est dans une époque vraiment bénie pour ça. Après, la gestion ça dépend toujours combien tu as de salaire, parce que je pense quand même qu'il y a une galère qui est réelle en France quand même. Notamment si tu vis solo, en vrai, c'est quand même pas la teuf. Donc je pense qu'il faut réussir en fait à trouver cet entre-deux et à aussi avoir une épargne. Enfin, en fait, il y a plusieurs trucs à penser avant d'investir. Pour moi, l'épargne, c'est quand même vraiment la base, même si c'est pas grand-chose. Pour le coup, je ne vends pas grand-chose, mais je me dis, si j'ai une galère demain, j'ai cette capacité de dégainer et de m'en sortir, quoi. C'est 3 à 6 mois. Le matelas de sécurité. Ouais, voilà, le matelas de sécurité, c'est vraiment, franchement, j'ai pas grand-chose, parce que comme je l'ai dit, je suis pas très dépensier, donc en fait, mon matelas de sécurité n'est mécaniquement pas très élevé. Mais ouais, en tout cas, on est vraiment dans une époque bénie pour l'investissement, ça c'est sûr. Il n'y a jamais eu une telle quantité d'informations. Des ETF, ça coûte rien. Les actions, tu peux acheter des fractions. Les cryptos, c'est pareil. Ouais, moi, j'ai une question. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui aujourd'hui te dit ah, mais investir 10 balles, ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien. Tu vois, cette fameuse phrase de investir si peu, à chaque fois, ça sert à rien parce que ça rapporte rien, on dirait. Alors, dans l'absolu, c'est vrai. C'est vrai qu'investir 10 balles, ça sert à rien. Mais en fait, ce qui est important dans le fait d'investir, c'est aussi le geste, en fait. C'est que quand tu vas augmenter ton niveau de vie, peu importe par quel moyen, tu vas avoir déjà eu cette habitude d'investir, même si c'est très petit, parce que bon, en fait, il y a peut-être des étudiants ou quoi qui regardent le contenu, mais là, pour le coup, en vrai, t'as vraiment pas de thunes. Mais juste, tu mets 10 balles par mois, en fait, t'auras déjà eu ce réflexe de couper une partie de ton budget pour l'investir. Et du coup, en fait, quand tu vas derrière déboucher sur un salaire, sur l'entrepreneuriat et que tu auras du cash qui va rentrer, en fait, tu vas juste augmenter cette part naturellement. Donc effectivement, je suis d'accord sur le fait qu'investir 10 balles, ça sert à rien, mais en fait, c'est plus dans l'idée de mettre en place une habitude, en fait. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça, en fait. Trop bien. Ouais, c'est sûr que tu vas pas devenir milliardaire avec 10 € d'investi. Mais t'es dedans. Les effets cumulés commencent. C'est ça. Tu suis un petit peu. Ouais, tu suis un peu. Ouais, c'est ça. T'es rentré dans le truc, quoi. T'es rentré dans le truc. Premier pas. C'est ça, exactement. Mais tu vois, on parlait justement de l'épargne. Nous, on appelle ça le matelas de sécurité. Et là, récemment, avec Kevin, dans notre accompagnement, on a eu l'opportunité, c'est pas vraiment le bon terme, mais on a refusé pas mal de personnes, justement, qui avaient des fonds pour pouvoir investir, pour pouvoir se lancer, apprendre, comprendre, mais on les refusait parce qu'ils n'avaient même pas de matelas de sécurité, quoi. Ils voulaient utiliser toute leur épargne pour investir, mais en fait, c'est pas la vision. Non. Il faut, quand on investit, il faut avoir une certaine stabilité, quoi. Il faut avoir un peu d'épargne, et il faut avoir de quoi investir aussi. Il faut aller dans un endroit stable. Tu peux pas tout investir comme ça sans rien prendre en compte derrière. C'est trop risqué pour rien. Et donc, on arrive dans cette situation où on leur recommande vivement de d'abord créer une épargne, et ensuite penser à l'investissement. Maintenant, une épargne ne veut pas dire avoir 15 000 € non plus. Il faut calculer ça se calcule. Il y a des façons de calculer un matelas de sécurité très efficacement. Nous, on utilise une technique qui n'est pas très utilisée. Parce que quand tu tapes sur Google aujourd'hui épargne ou matelas de sécurité, ils vont te recommander de calculer ça en fonction de ton salaire. Sauf que ton salaire, il peut fluctuer, ça a des commissions, ça a quoi que ce soit. Nous, ce qu'on calcule, c'est par rapport aux dépenses. Parce qu'au final, c'est ce qui vraiment va partir de ton compte. Et c'est ça qui est important. Et donc, nous, notre calcul, c'est que si tu veux faire un matelas de sécurité sans forcément être trop dans la sécurité, tu vas prendre 3 fois tes dépenses mensuelles. Et si tu veux vraiment être dans la sécurité, parce que tu as besoin de ça, c'est 4 fois. Donc, tu as les dépenses de 500 €. Alors, en ce cas-là, entre 1 500 et 2 000 € d'épargne, ça suffit largement. Tout ce qui est au-dessus, tu n'as pas l'intérêt de les garder, tu dois l'investir.
Moi, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Entre 3 à 6 mois. 6 mois, c'est vraiment la personne. Ouais, 6 mois, c'est large. En fait, ça dépend aussi de la liquidité du marché de ton secteur, en fait. Genre, si tu trouves du travail en 2 secondes, bon, quel est l'intérêt d'avoir 6 mois d'épargne? Et puis surtout, on est en France. Ouais. Pour nous, quand on parle, en tout cas avec nos clients français, c'est la France. Tu sais très bien que si tu avais un boulot et que tu le perds pour X raisons, tu vas pas être à zéro. Tu n'es pas à zéro. Tu as quand même du chômage, tu as des aides, tu as des choses qui font que. Donc au final, tu n'es pas dans la merde en fait. C'est quasiment impossible d'être dans la merde en France. Ouais, complètement. Je ne vois pas comment on pourrait le faire. Je n'arrive pas à concevoir ça d'ailleurs. Au niveau de la projection un peu future, Jules, on a parlé du passé, on a parlé du présent. Au niveau du futur, comment tu vois la suite, que ce soit perso, investissement, comment tu te vois toi évoluer dans ce que tu fais au quotidien et comment tu vois aussi tes investissements évoluer? Est-ce que tu veux t'ouvrir à d'autres marchés, immobiliers ou autres? Est-ce que non, tu veux rester dans la même stratégie que tu as maintenant? C'est quoi un peu la vision aujourd'hui? Moi, tant que... Enfin, je dis toujours qu'il faut utiliser un avantage que tu as, un secteur que tu connais pour tes investissements. Donc, je sais pas, t'es opticien, tu dois quand même connaître quelques boîtes qui font des lunettes, qui ont un avantage là-dedans. Tu connais ce milieu, en fait. Moi, je pense que là où j'ai le plus d'avantages, c'est de la tech, parce que c'est le truc que je connais le mieux et que j'arrive mieux à visualiser pourquoi telle ou telle boîte est performante. Pour l'instant, j'ai pas trop envie de sortir en fait de ces investissements-là, parce que c'est ce qui me passionne et parce que c'est ce dans quoi j'estime être pertinent. Après, au bout d'un moment, j'ai 20 ans, j'ai 23 ans en vrai. Au fur et à mesure, j'ai probablement envie d'avoir acheté une maison ou de sécuriser du cash hors des actions. Et à ce moment-là, j'aviserai, mais je sais même pas si je sortirai en immobilier ou quoi que ce soit, parce que j'ai quand même des façons, ou bien peut-être des SCPI, mais j'ai pas envie d'avoir de l'immobilier, j'ai pas envie d'avoir ma résidence principale, parce que j'ai envie de pouvoir bouger. J'ai pas envie de faire de l'investissement locatif, parce que ça me paraît être beaucoup de problèmes. Énergivore. De l'extérieur. Énergivore, gérer des gens, en fait ça m'intéresse pas, quoi. J'ai pas envie d'avoir une contrepartie quand j'investis. Enfin si, mais pas quelqu'un d'humain qui peut m'appeler un dimanche parce que le robinet est pété, enfin ça m'intéresse pas, quoi, tu vois. Donc c'est vraiment c'est particulier. Kevin il connaît bien, il a eu ça il y a 2 jours. Comme ça. J'ai vraiment pas envie. Après, il y a toujours le bon et le mauvais. Ouais, oui, je comprends bien. Je comprends bien. Moi, ma vision par rapport à l'investissement immobilier, à contrario de la bourse ou des cryptos, comment je vois ça, c'est que bon, tu as un rendement en bourse qui est quand même, allez, on va dire en moyenne à 10%. Ok, donc c'est quand même assez intéressant. Surtout que quand tu regardes en IMO en France, quand tu veux faire de la location, etc., tu tournes entre 6 et 10%. Voilà, pour des rendements à peu près intéressants. Tu vois, 6 c'est vraiment le minimum, en dessous c'est n'importe quoi. 10, tu commences à être assez sympa, tu vois. Donc au final, on se rapproche presque un peu moins que la bourse, voire pareil. En fait... Mais il y a une différence. Vas-y. C'est Valo, non ? Voilà. C'est que tu investis quand même dans la pierre, qui fait que, et celle-là, elle prend aussi de la valeur en contrepartie. Et ça, les gens l'oublient parfois. Tu vois, et ça peut te faire une très très grosse différence. Alors moi en fait là ce qui m'inquiète, enfin déjà pour moi le plus gros avantage de l'immobilier en France c'est le fait que c'est le seul truc sur lequel tu puisses leverager et emprunter comme pas possible. Ça pour moi c'est l'avantage évident de l'immobilier. Mais par contre le truc qui m'inquiète envers l'immobilier c'est que typiquement pour ma RP moi j'ai plutôt envie de vivre à la campagne donc j'ai vraiment pas envie. Pourquoi ? Parce que la démographie est cataclysmique et que s'il y a de moins en moins de gens et de plus en plus de vieux qui meurent et que tous les vieux sont dans les campagnes, je me dis à un moment ça va finir comme l'Italie et le Japon, où en fait l'immobilier à la campagne ça va valoir que dalle, quoi. Pour moi je ne vois absolument pas d'intérêt d'investir dans l'immobilier hors des villes actuellement et pour moi du coup toute la plus-value se concentrera sur les villes, mais il faut se leverager et j'avoue que j'ai pas spécialement envie de ça tout de suite, quoi. Encore une fois j'ai 23 ans, je suis très content d'investir dans la technologie, c'est ce qui me plaît, franchement pour le moment je vais rester là-dessus. Ouais, c'est un kiff. C'est un kiff, c'est plus une envie. Mais voilà, moi c'est ça la différence que j'y voyais personnellement, parce que moi pour ma part, en tout cas, j'ai les 3 piliers. Donc, j'ai l'IMO, mais j'ai aussi donc, un peu de bourse, mais je suis beaucoup moins que toi. C'est pas du tout... c'est quelque chose qui est très passionnant aussi, mais j'ai été piqué par la crypto. Je suis vraiment à fond dedans. Mais c'est vrai que voilà, j'ai ces 3 piliers. Après, bon, l'IMO, j'ai baigné dedans depuis plus jeune, donc c'est aussi un autre concept.
et j'ai une vision un peu plus particulière. Je joue au Monopoly en fait. Enfin, j'ai plus ce concept de jouer, machin, tu grandis, c'est un jeu. Comme toi, tu joues avec tes actions, c'est pareil. C'est un peu le même concept, mais différent. Par contre, c'est vrai qu'il y a plus de contraintes. Ouais, je trouve qu'il y a beaucoup de contraintes en fait. J'avoue que moi, ça me fait peur en étant totalement extérieur parce que j'ai pas de gens dans ma famille qui sont dans l'immobilier ou quoi que ce soit. Donc moi, je suis vraiment purement extérieur. J'avoue que je me dis qu'il y a beaucoup de contreparties quand même. Bah, les mecs qui te disent c'est du passif. C'est pas du passif, ça c'est la phrase la plus fausse au monde. Tu peux faire du passif, mais tu auras 0 rendement. C'est ça en fait. Parce que tu as les agences, tu as les machins qui sont durés. Ah bah oui. Mais pour avoir du vrai passif, entre guillemets, qui se rapproche le plus, crypto, bourse, on est vraiment plus dedans, quoi. Ouais, on est sur du vrai. Enfin, moi, à mon sens. Une fois que ta stratégie elle est posée, tu sais qu'NVIDIA c'est bon pour les prochaines années. Voilà. En vrai, c'est pas tous les jours NVIDIA qui t'appelé pour te dire les problèmes qu'il y a dans la boîte. Tu vois, il y a personne qui m'appelle. Tout ce que j'ai à suivre, c'est globalement la conférence aux investisseurs. Donc, ça, c'est important aussi à souligner. Mais je trouve que, en fait, tous les trimestres, t'as la boîte qui appelle littéralement les investisseurs. T'as un call qui est public avec tous les investisseurs. Et où ils disent le bilan de la boîte, où ils disent les projections. T'as ce qui est surtout important à souligner là-dedans, c'est que tu as les gens les gestionnaires de portefeuille, les traders de Goldman Sachs, de JP Morgan, eux, ils vont poser des questions aux gérants de Nvidia, de ASML, de Apple et tout. Et là, pour moi, c'est vraiment les trucs les plus importants parce que, en fait, tu comprends concrètement ce qui intéresse les gens qui font bouger le marché. Donc, c'est-à-dire les gens qui ont un portefeuille de 10 000 milliards de dollars. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment le truc le plus important. Et quand tu es investisseur en action, c'est un peu ta seule contrepartie et ton seul devoir, entre guillemets, parce que tu n'es même pas obligé de le faire. C'est de suivre l'école et de savoir ce qui se dit. Bon, après, moi, c'est mon job, donc pour le coup, je le fais dans le cadre du travail. Ouais, je le fais dans le cadre du travail. Mais pour les investisseurs particuliers, à mon sens, là où vous trouverez des trucs vraiment intéressants et des trucs qui vont vous conforter dans votre vision sur une boîte ou une telle boîte, c'est vraiment ces conférences aux investisseurs qui sont ultra importantes, quoi. C'est vraiment à suivre. Tu fais comment pour y participer? Tu reçois un mail? Alors, ça dépend. Bon, moi, généralement, je lis les transcripts. Enfin, en gros, tu peux suivre le call en live si vraiment tu as déclaré tes actions auprès de la boîte et tout. Enfin bref, il faut faire un peu un micmac. En live? Tu te connectes en live. C'est ça. Tu peux pas poser de questions. Je sais pas s'il y a un chat. Tu peux pas poser de questions, en tout cas. Les questions, elles sont réservées littéralement à des banques d'affaires. Ou à ceux qui peuvent se permettre de poser à ceux qui ont du temps du temps, quoi. Pas que du temps. Du temps et du cash, ouais. Et donc voilà, donc tu peux t'y connecter en live, il faut juste que tu déclares tes actions et tout. Bon, j'avoue que moi je l'ai pas fait. Ce que je fais, c'est que j'attends tous les lendemains. Généralement, tu as le transcript qui est publié, ça s'appelle un transcript. Et là, c'est vraiment un résumé, enfin pas un résumé en fait, c'est genre tout ce qui s'est dit. Et puis maintenant avec ChatGPT, juste tu l'enregistres, résume-moi ce qui s'est raconté, qu'est-ce qu'il y a d'important à savoir. Et puis voilà quoi, c'est vraiment important. Et puis pour le coup, je regarde toujours les questions parce que ça permet de savoir qu'est-ce que s'attendent les institutionnels, qu'est-ce qu'ils regardent, donc qu'est-ce qui est important en fait finalement. Il y a quoi comme question intéressante, importante que tu vois souvent, qui sont souvent posées et qui t'alertent, qui t'interpellent? Là typiquement, je regardais le transcript de Walmart, le dernier, donc c'était en février. Et en fait déjà tout le monde parlait des tarifs douaniers et en fait je me suis quand même préparé à avoir de la volatilité. J'ai pas du tout changé mon portefeuille parce que mes convictions n'ont pas bougé, mais je m'attendais quand même un petit peu à ce qu'il y ait vraiment un carnage sur les marchés. J'étais pas étonné, c'était éprouvant de le voir se matérialiser, mais j'étais pas étonné parce qu'en fait tout le monde, c'était déjà sur la table de tout le monde demandait à Walmart, ça va créer de l'inflation, qu'est-ce qui va se passer, machin. Donc en fait je me suis dit ok, c'est sérieux en fait, c'est pas tout le monde disait que Trump disait n'importe quoi et qu'il allait pas aller au bout et que c'était une tactique de négociation, pas du tout. Enfin, les institutionnels en tout cas, ils étaient déjà en train de demander qu'est-ce qui allait se passer. Donc ça permet typiquement d'avoir ce genre de vision un peu en avance où t'es pas étonné en fait quand ça se matérialise parce que eux ils ont quand même les infos qui vont bien. Donc pour moi, puis c'est des infos obligatoirement publiques en fait. Le transcript est publié et ils sont obligés. Donc pour moi il y a ça à regarder quoi. Il y a un truc là je viens de me poser la question. Tu vois, Trump il joue un rôle majeur, mais à côté tu as aussi BlackRock. Tu penses pas qu'il y a des corrélations? Ouais, ils se parlent un peu, des manipulations qui se font un peu quand même, parce que mine de rien BlackRock détient 14 000 milliards. Voilà. Si tu veux le chiffre. Point. Voilà. Terminé. Ça, c'est podcast terminé. Voilà. Ça va se rendre aux 14 000 milliards. Mais concrètement, BlackRock est impacté par le monde entier. Enfin, le monde entier impacte BlackRock. Du coup, c'est plutôt comme ça. Donc Trump, en fait, est en train de jouer avec BlackRock aussi un petit peu finalement. Mais tu penses pas qu'il y a quand même un peu
de triche qui se passe, un peu de comédie, un peu de... Je sais pas, un peu jouer, tout ça. Tu t'y crois un peu à ces théories de complot un peu parfois? Non, en vrai, fondamentalement, le seul truc que je peux constater sur BlackRock, c'est que c'est juste une boîte qui parie sur l'humanité. Genre littéralement, elle parie sur la croissance du monde. Enfin, Ouais. tu regardes dans n'importe quelle boîte, BlackRock est au capital. Où en fait, il y a pas de... Ils parient à la hausse sur l'humanité. Ouais. Enfin, ils Donc, parient peu sur importe le ce qui se passe, capitalisme. tant que ça va bien, En fait, ça va bien. ils sont partout. Ils sont dans toutes les boîtes. Tu regardes si tu as un abonnement à certains sites, tu peux voir qui est au capital de telle boîte. Bah, en fait, BlackRock y est tout le temps. En fait, c'est pas très compliqué de savoir leur stratégie. C'est juste ils parient sur toutes les boîtes. Ils sont partout. Et du coup, bah, peu importe ce qui se passe, au bout d'un moment, ils récoltent du cash parce que bah, y a bien des trucs qui vont monter, d'autres descendre, et puis ils arrivent à faire leur marge, quoi. Puis là où et aussi il faut souligner, c'est qu'évidemment BlackRock a 14 000 milliards d'actifs sous gestion, mais c'est d'actifs sous gestion pour des clients. C'est-à-dire que bah, moi je suis client de BlackRock, j'ai des ETF, je sais pas si t'as des ETF, mais en gros c'est des actifs qu'ils détiennent, mais bah, ils les doivent à leurs clients, quoi, en fait. Donc non, en vrai, je pense qu'il y a rien de particulier à dire sur BlackRock. Ils sont juste bullish sur le capitalisme et voilà, ils achètent tout et c'est tout. Et je pense que là où Kevin voulait en venir aussi, c'est que en détenant justement des parts dans toutes les entreprises, ils ont aussi un certain, tout dépend de l'entreprise, un certain levier de décision. Tu vois, il y a des boîtes où ils sont obligés de pouvoir parler avec BlackRock parce que du coup, ils ont un pourcentage qui fait que tu ne peux pas prendre des grosses décisions sans en prendre en compte avec eux. Et il y a aussi ce truc-là qui est important, c'est qu'au final, maintenant, ils sont un peu décisionnaires sur plein d'industries. Ils ont un pouvoir d'influence énorme au-delà du capital. Ils ont une influence énorme. Et puis, tout ce qui est le World Economic Forum, où ils interviennent régulièrement, ou tout ce genre de trucs, où effectivement, en fait, quand tu as autant de cash, tu diriges quand même quelque part le monde. Si tu investis, encore une fois, il y a énormément des capitaux de BlackRock qui sont utilisés dans l'investissement sur Nvidia, sur Google, Microsoft, toutes les boîtes qu'on a citées, parce que juste elles ont besoin de cash et elles performent bien, donc BlackRock est positionné à mort dessus, quoi. Donc oui, ils ont forcément une influence. Oui, ils ont les bons contacts qui vont bien. Ils connaissent Trump. Il n'y a pas de trucs cachés à ce niveau-là. Mais je pense pas que pour autant qu'il y ait de gros scandales. En tout cas, ça m'importe peu parce que ça changera rien à la situation d'Nvidia. Moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Okay. Trop bien. Écoute, Jules, avant qu'on termine ce podcast, déjà, si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à liker, commenter ou à me dire dans les commentaires. Si vous avez des questions aussi pour Jules, vous pouvez le faire. On prendra le temps de regarder les commentaires avec grand plaisir, je pense, surtout si ça parle de macroéconomie ou de géopolitique. Jules, si tu devais revenir un peu sur ton parcours, est-ce qu'il y a un élément, une décision, un choix smart, c'est un peu notre question phare de notre podcast, qui a marqué quelque chose? On a parlé de macroéconomie, on a parlé de géopolitique, qui a quand même changé ta vie. Quel a été cet élément, cette décision, ce choix smart? Je pense qu'en vrai, pour citer l'actualité récente, ça va quand même être Info Économique, je pense. Dans le sens où en fait, ça faisait quand même un moment que je bossais solo, parce que The Macronomist, ça a duré quand même plus d'1 an, 1 an et demi à peu près. Enfin, je sais pas combien exactement, mais en tout cas à peu près 1 an. Et du coup, pendant à peu près 1 an, j'étais solo, donc ce qui était bien, parce que du coup, quand t'es solo, tu vas à ton rythme et tu bricoles un petit peu tout comme tu veux. Mais la contrepartie, c'est déjà que t'es solo et que c'est chiant, et que du coup, t'as pas trop de cette émulsion d'idées que t'as quand t'es en groupe, quoi. Donc je pense que récemment ça a été ça, et puis de manière plus historique, je pense que c'est d'avoir été curieux. Je pense que le fait d'être curieux, ça m'a fait découvrir la crypto, le fait de découvrir la crypto, ça m'a fait discuter avec des gens hyper intelligents à droite à gauche. Ces gens hyper intelligents, ils m'ont dirigé vers des trucs qui m'ont amené vers la macroéconomie et ainsi de suite. Donc en fait, je pense que c'est surtout la curiosité et le bricolage. Et puis on a quand même une super plateforme qui est Internet et qui fait que tout ce que vous découvrez, vous pouvez le documenter, en fait, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Medium. En fait, parler de ce que vous savez, les gens apprécient apprendre des trucs, quoi. Donc voilà. Être curieux, faire du bricolage, c'est ça, et partager bricoler ce qu'on fait au monde. Je pense que c'est ça. Magnifique. Trop bien. Jules, en tout cas, encore une fois, merci beaucoup d'être venu pour le podcast des investisseurs Smart Talks, d'avoir partagé autant de connaissances. C'était génial. Et puis on se retrouve du coup prochainement pour un autre podcast. À très bientôt. Jules. Merci à vous.